À l'origine, le mot Tsingy signifie en malgache « là où il faut marcher sur la pointe des pieds ». Ces formes particulièrement tranchantes sont le résultat de la combinaison de 3 facteurs. Tout d'abord, le calcaire qui compose les Tsingy est très pur. Il est donc extrêmement résistant. Ensuite, dans ces régions tropicales, il n'y a pas de cycle de gel et de dégel qui viendrait casser les lames. Pour finir, les couches géologiques ont ici une inclinaison particulière. Difficulté justement de progresser quand on voit les dentelles de pierre que ça peut faire. Le toit des Tsingy est un milieu hostile. On y rencontre peu d'animaux et la végétation a beaucoup de mal à croître. En effet, comme dans tout massif calcaire, l'eau ne reste pas en surface et descend rapidement dans les couches plus profondes. Les Tsingy sont pendant toute la saison sèche un milieu extrêmement aride. Pour les rares plantes qui parviennent à survivre, il faut se munir d'adaptations particulières qui permettent soit de faire des réserves d'eau, soit d'aller la chercher beaucoup plus en profondeur. Alors pour atteindre le gouffre qui est ici, alors on va sortir d'une forêt, suivre un long canyon et après la dernière partie c'est sur 200 mètres. Il faudra traverser les Tsing pour atteindre la cavité qu'on voit ici. De toute façon, c'est une progression extrêmement dangereuse. On n'a pas le droit à l'erreur parce que comme on peut s'en apercevoir, si on tombe, on peut être littéralement déchiqueté par ces pointes. Donc être extrêmement vigilant. Et ce qui implique justement d'avoir une certaine habitude pour progresser dans cette Tsing et une certaine condition physique, on va dire, parce que c'est pas simple. On va dire que la progression donc, dans les Tsing, on ne va pas la calculer en centaines de mètres ou voire kilomètres, mais en temps, parce qu'on peut effectivement, suivant les zones, se retrouver à marcher pendant 1 heure ou 2 et faire seulement 150 mètres. Un véritable piège. Piège à rat ? C'est ça, c'est la toute petite pierre qui est là, qui soutient cet énorme bloc. Ah ouais, sympathique. Et voilà, on va passer par ailleurs. Malgré de nombreux détours et quelques frayeurs, ils finissent par sortir de ce labyrinthe tranchant. Après un passage sur une crête, ils arrivent finalement au gouffre, qu'ils baptiseront rapidement « Gouffre du Serpent », en référence à celui qu'ils ont croisé en chemin. C'est un boa de Madagascar, et il n'est heureusement pas dangereux pour l'homme. Tout comme ces fulgoridés, qui se livrent à un drôle de ballet. Si on regarde bien, dans le monde, tout est quasiment connu. Et en spéléologie, on a encore la chance de pouvoir vivre les moments extraordinaires de la découverte. Un petit peu comme ce qu'ont vécu, bon, naturellement, on n'est pas au même niveau, mais les explorateurs il y a 100 ans.
C'est une certitude, personne n'est jamais venu ici. Et ce caméléon vit aujourd'hui sa première rencontre avec des êtres humains, sans que cela ne semble le déranger outre mesure. Serge et Jean-Claude peuvent maintenant profiter pleinement du sentiment d'être les premiers à découvrir ces lieux. You blame me for being a daydreamer, stare into space for hours. You say I'm nowhere in my place, but there's a world I can face. Bon, la vue, ça a quand même une belle ampleur et c'est magnifique hein, au niveau des draperies. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, il y a des belles concrétions. Non, c'est la meilleure, regarde, on dirait presque un éléphant là. La forme. Viens voir là. Viens vers moi. Oui. Regarde. Rigolo ça. Trouve pas? Avec le derrière. Oui. Hein? C'est marrant hein. Ah là, il y a une jolie voûte bien concrétionnée. Et avec, oui, Tu as vu les petits trous ronds dont on parlait? On en voit. oui, On en voit, les là. niches de chauve-souris. Il y en a pas mal là. Regarde. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. En fait, il y a un courant d'air. C'est une des raisons pour laquelle on essaye de passer, parce qu'effectivement, un courant d'air, c'est synonyme de possibilité de continuation. Mais apparemment, on est dans une espèce de chaos de blocs. Et il faut essayer de passer à travers, c'est pas facile. Ah, c'est ce qu'on appelle un laminoir. C'est vrai que c'est pas haut du tout. Et au bout là-bas, c'était extrêmement pas large du tout. Pas haut du tout. Et ça implique du ramping, donc des efforts supplémentaires. Ouais, c'est un... Il y a un moment où cette galerie est inondée en saison des pluies. Oui, ben ça se voit d'ailleurs. Serge n'oublie pas de faire des prélèvements à la recherche de traces de vie. Les chercheurs s'intéressent particulièrement à l'adaptation des organismes à la vie dans l'obscurité. Ben là, je suis en train de regarder les parois pour voir si éventuellement je ne pourrais pas trouver des traces de micro-algues sur ces parois. En fait, c'est une algue qui a la particularité éventuelle de pouvoir vivre sans lumière. Et pour l'instant, je ne l'ai encore jamais trouvée. Et ça serait intéressant pour le professeur, éventuellement. Mais bon, c'est quelque chose... c'est un peu comme une chasse au trésor.
ne sait jamais sur quoi l'on peut tomber sous terre. À Bornéo, par exemple, on peut rencontrer ces étranges filaments lumineux. C'est en fait une larve de mouche cavernicole, le glowworm, qui fabrique son piège. La lumière attire les rares insectes qui viennent irrémédiablement se coller au fil de soie gluant. En Nouvelle-Zélande, le weta est un grillon qui fuit toute forme de lumière, y compris celle de la Lune. Quasiment aveugles, ils ont la particularité de pouvoir manger leurs propres pattes en période de disette. Et les rivières souterraines ne sont pas en reste. On a même retrouvé des crocodiles cavernicoles, ou des espèces parfaitement adaptées, comme cet amphibien, un protée. Dans le noir absolu, il cherche sa nourriture par écholocation et possède des branchies externes démesurées. En fait, nous, on ne voit jamais ce côté ténèbres. Bon, on a effectivement, bien sûr, une lumière avec nous, mais ce qui nous engage aussi, c'est les formes, les reliefs, la couleur, et le fait de se dire, ça va continuer, on va aller plus loin, on va vraiment trouver des choses, et on va mieux comprendre un système karstique, on va mieux comprendre comment ça fonctionne. Et tout en bas, on aperçoit une salle. Il faudra descendre. Voilà, donc on a bien progressé dans une belle galerie. Effectivement, maintenant, on trouve la solution pour atteindre cette grande salle dont parle Jean-Claude. La progression continue donc sous le regard des chauves-souris, peu habitués à voir passer du monde. Pour ne pas se perdre dans les méandres de la grotte et ramener l'équivalent d'une carte souterraine, il réalise comme d'habitude la topographie des lieux. Bon, j'y vais ? Ouais, tu y vas, ouais. Ok. Tu me vois là ? Avance encore un petit peu plus loin. Voilà, stop. Bon là ? Ok. Serge va se placer. Moi, je vise dessus avec ma boussole, donc je prends une direction. Après, Serge me vise avec un lasermètre pour prendre la distance. Et il mesure également les pentes. On note également les largeurs, les hauteurs et tout ce qui est, caractéristique. Voilà, 32. Ok. Tout spéléologue qui se respecte et qui fait de l'exploration, de toute façon, ramène ce genre de documents, que ce soit dans les cavités de Madagascar ou du monde entier. C'est pas qu'un sport, c'est quand même d'abord un sport qui nécessite des qualités physiques et d'endurance assez importantes, mais c'est aussi lié à des sciences de la Terre qui sont la géologie, la karstologie, la topographie, choses qu'on doit ramener comme documents pour d'éventuelles poursuites, soit d'exploration, soit éventuellement servir pour mieux connaître les rivières souterraines, peut-être justement pour éviter certaines erreurs de captage, etc., etc. Donc c'est vrai que le spéléologue, c'est quelqu'un qui a, je dirais entre guillemets, qui a quand même une mission aussi d'une meilleure connaissance du milieu karstique et du milieu des profondeurs. Il progresse maintenant en suivant une rivière souterraine. Décidément,
cette cavité est une mine d'or pour les spéléologues. On a pris les bateaux parce que maintenant on n'a plus pied et donc il faut naviguer et on ne sait pas pendant combien de temps il va falloir naviguer. Ça peut être très long. Dans ce massif, il y a des rivières souterraines où on navigue parfois sur 1 ou 2 kilomètres. Après 300 mètres de navigation, la rivière souterraine disparaît sous la paroi. Serge et Jean-Claude sont arrivés au siphon, ce qui marque la fin de leur progression. Mais Serge doit se dépêcher de rentrer. Son bateau a visiblement une fuite. Quand on aura reporté la topo, je pense que ça doit donner autour d'1 kilomètre de galerie au total, dont 400 mètres de rivière. Oui, ça existe en France, sur même plusieurs kilomètres, mais il n'y a pas non plus l'ambiance qu'on peut rencontrer à Madagascar. Déjà en marche d'approche, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et de très difficile. Et puis on est loin quand même de tout, donc c'est une autre spéléologie. Mais ça la rend encore, je dirais, plus enthousiasmante. Et ce qu'on a fait là, c'est vraiment extraordinaire, parce que ça se mérite, il faut le trouver. Nous n'avons pas atteint le nombre de cavités prévues, mais par contre, nous avons pu constater que la méthode de repérage sur photo satellite était valable. Ah oui, il reste encore au moins une vingtaine de cavités visibles sur photosatellite et que nous n'avons pas atteintes.